Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille un invité particulier, on accueille Vincent Tavellion. Bonjour Vincent. Bonjour Gaël, merci beaucoup de me recevoir. Un plaisir. Merci beaucoup Vincent, merci d'être venu. On va directement commencer les questions. Allez, c'est parti. Ma toute première question, Vincent, est-ce que tu peux rapidement présenter ton entreprise? Bien sûr, donc l'entreprise s'appelle Liseré Rouge. Liseré Rouge, on a deux volets. Le premier volet, c'est d'agréger des pièces de belles marques sur notre site. Et on a un deuxième volet média où on veut agréger la connaissance à la fois sur la mode masculine et féminine. Ok. Donc c'est nos deux objectifs. L'objectif, notre why, pourquoi on fait tout ça, c'est pour valoriser la création et justement aider les gens aussi dans leur shopping. D'accord, ok. Un agrégateur à la fois de marques et à la fois de connaissances. Exactement, c'est tout à fait ce qu'on essaie de faire. Ok. Et donc on fait ça depuis mi-janvier, puisque la société était immatriculée mi-janvier, et depuis on a lancé un premier prototype de site qui est pas du tout là où on voudrait qu'il soit à terme, mais c'est simplement pour commencer à jouer un peu avec les pièces, avec la data, et commencer à envisager le parcours utilisateur pour qu'il soit le plus optimal possible, et commencer justement à agréger cette connaissance-là où on a commencé à publier certains articles. Et on est en train d'écrire des articles de fond pour justement donner le maximum d'informations aux utilisateurs. Ok, donc Liseré Rouge, tu m'as dit depuis janvier, c'est ça? Exactement, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, et pour les téléspectateurs, où tu en es? Donc, tu es nouveau chef d'entreprise. Où est-ce que tu en es dans la création de ton entreprise, dans les étapes un petit peu, où est-ce que tu en es? Donc du coup, l'étape qu'on a suivie jusqu'à présent, c'est qu'on a trouvé l'idée. Donc l'idée, c'est parce qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais on a identifié certaines problématiques, on a travaillé sur la réponse qu'on pensait pouvoir apporter. Une fois qu'on a trouvé cette idée, on l'a partagée avec les gens de notre entourage. Grâce à ça, on a pu réaliser une première levée de fonds, et ce qui a constitué en fait notre capital social qu'on a aujourd'hui, qui est de 166 000 €. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, on a donc immatriculé la société, on a choisi justement le format, on est parti sur une SAS, et donc depuis mi-janvier on est immatriculé, donc depuis mi-janvier on a pu commencer à réellement travailler sur le projet, puisque on avait les fonds qui étaient disponibles, et on a commencé à s'entourer de différentes personnes. Aujourd'hui, à plein temps, je suis tout seul à travailler, et je suis entouré notamment de Célia qui s'occupe de nous sur la partie communication, en même temps qu'elle s'occupe d'autres clients. Et puis là, on commence à avoir aussi d'autres personnes qui sont en train de nous rejoindre, notamment pour la rédaction de contenu. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a commencé aussi à discuter avec les marques, justement pour voir comment on peut les servir au mieux. Et on commence aussi à discuter avec les utilisateurs pour voir comment on peut également les servir au mieux. Nous, vraiment, notre objectif, c'est de se lever chaque matin et de voir comment on peut être utile et quelle valeur on peut ajouter, on peut apporter aux gens qu'on voudrait servir. Ok, donc super. Donc du coup, tu es à un stade avancé de la création d'entreprise, donc elle existe déjà, tu as eu l'idée, tu as la stratégie, tu as le business plan, tu t'entoures de personnes, donc tu en es là. On en est là, et aujourd'hui, le point important que j'ai pas mentionné, c'est qu'on a finalisé quasiment notre deck, et on est en train de l'envoyer aux différents investisseurs pour entamer une levée de fonds, pour justement accompagner notre ambition qu'on a pour les euros. Ok, super. Donc, tu nous as parlé déjà d'une première levée de fonds de 160 000 €, on y reviendra. Exactement. Et là, donc, tu en chercherais une deuxième, hein, c'est ça? Exactement, parce qu'on a des besoins financiers qui sont assez importants pour poursuivre le projet. Et donc, si on veut faire ça sereinement, on veut mettre ce point-là derrière nous pour pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée qu'on pense apporter aux gens. Super, merci beaucoup. On a vu Liseré Rouge. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler de Vincent Tavellion? Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et présenter ton parcours? Ok. Donc, je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'ai commencé par un BTS technico-commercial, parce que je savais que je voulais être en contact avec les gens, et l'idée de vendre je trouvais ça intéressante. Technico, parce que j'avais envie d'avoir ce volet un peu technique que je trouvais aussi intéressant. En parallèle de ça, j'ai toujours travaillé, parce que la première année je travaillais chez Quick, la deuxième année chez Domino's Pizza. Grâce à Domino's Pizza, je me suis rendu compte que j'allais manquer de connaissances en termes de management des hommes, mais aussi par exemple de management financier. Donc c'est pour ça que je suis allé à Lyon pendant 3 ans pour faire un master en alternance, donc à la fois en management et en finance. Les 2 premières années, j'étais en gestion de patrimoine, et le soir toujours chez Domino's Pizza.
Donc c'était un rythme assez intense. Et la dernière année, j'ai rejoint le groupe Société Générale, où là, j'assistais la personne qui s'occupait de tout ce qui était mise en place de l'épargne salariale et aussi du placement de trésorerie pour les entreprises. Suite à ça, je suis allé au Luxembourg pendant 5 ans, où là j'étais en audit financier pour les banques et les fonds d'investissement, donc chez KPMG. C'était vraiment très enrichissant parce que c'était les gens les plus brillants que j'ai pu rencontrer de ma vie. Après, j'ai quitté le Luxembourg pour Paris, et depuis, donc j'ai travaillé sur différents projets, dont la maison Balenciaga, pour laquelle je m'occupais de l'optimisation de leur stock, notamment au Royaume-Uni. Donc je trouvais ça très intéressant, puisque j'ai découvert quand même le monde de la mode avec ses différentes problématiques. Et voilà, donc j'ai arrêté avec Balenciaga. Depuis, je travaille sur ce projet depuis quelques temps maintenant. Ok, super. Merci Vincent. Et qu'est-ce qui a été un peu l'élément marquant dans ce parcours ? L'élément marquant, il y en a eu plusieurs. C'est vrai que grâce à KPMG, j'ai acquis beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. C'est pour ça que c'était très intéressant de commencer directement par ça, même si j'ai toujours eu envie de créer une entreprise, parce que dans ma famille, il y a pas mal d'entrepreneurs, donc ça m'a toujours inspiré. Et donc après, c'est vrai qu'après Balenciaga, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Et étant donné que ça faisait un petit moment que j'avais cette idée, je voulais voir ce qu'on pouvait en faire et s'il y avait une viabilité ou non à ce projet. D'accord. Donc, tu as un parcours où tu sors du salariat, tu as eu beaucoup d'années en salariat, et tu te diriges vers l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu pourrais, on se prend un barème fictif, et on se dirait, ici, c'est l'entrepreneuriat, et ici, c'est le salariat, ou est-ce que, en fonction de toi, de ta personnalité, où est-ce que tu mettrais ce barème ? J'aurais tendance de moi-même à le mettre un peu entre les deux, puisque c'était un peu mon parcours, sachant qu'il est plus tourné vers le salariat, et ça m'a encore une fois vraiment beaucoup apporté, et je pense qu'aujourd'hui je pourrais pas faire ce qu'on est en train de faire sans avoir eu ces bases dans le salariat, ne serait-ce que tu vois, aujourd'hui on dépend beaucoup d'Excel, notamment pour toutes les analyses qu'on est en train de faire. Voilà, grâce à l'audit j'ai pu beaucoup apprendre sur ça. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui je le mettrais plus vers l'entrepreneuriat parce que c'est mon quotidien. Mais aussi je m'interdis pas à un moment d'y retourner, puisque mon objectif c'est vraiment qu'on arrive à atteindre nos objectifs, et nos objectifs, voilà. Moi je considère que l'entrepreneuriat c'est plutôt un marathon, et donc du coup il faut qu'on tienne le plus longtemps possible, et pareil, si à un moment je trouve un poste qui peut être intéressant et qui peut nous apporter des éléments dont on peut avoir besoin pour ce projet, je ne me l'interdis pas. Donc aujourd'hui il est plutôt tourné vers l'entrepreneuriat, mais le salariat je l'exclus pas, et puis c'est vrai que c'était une bonne école pour se former en sortant d'études, donc c'était bien. Ok, merci beaucoup, merci d'avoir ce regard. C'est vrai que en tant qu'entrepreneur, souvent on crache un peu sur le salariat, et j'aime bien ton approche de dire c'est vraiment voilà, les deux possibilités sont intéressantes, ça correspond à certains types de personnes, et toi tu te situes un peu entre les deux, avec cette volonté quand même intérieure de dire j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de créer et de propulser l'Israël. Exactement, et je trouve que l'un n'exclut pas l'autre, et tu vois, aujourd'hui, l'argent que j'ai pu mettre dans l'entreprise, c'est le fruit de mon travail et du salariat, donc c'est pour ça que voilà, c'est quand même important, et c'est des étapes qui sont essentielles, je pense, dans le cadre d'un entrepreneur. Si tu veux avoir un petit capital au début, il faut que tu travailles et que tu puisses mettre de côté, donc voilà. D'accord, ok. Merci Vincent pour ce barème et de positionner le barème. Donc là, on se tourne plutôt vers l'entrepreneuriat en ce moment. C'est ça. Est-ce que, on va quand même un peu préciser, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Pourquoi ? J'ai toujours été très admiratif des différents entrepreneurs qu'on connaît tous. Forcément, dans la mode, Gabriel Chanel a été essentiel et a marqué tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc j'ai toujours été très admiratif de ces gens-là. Dans ma famille, il y en a eu beaucoup aussi. Et donc c'est vrai que j'ai pu voir justement ce que c'était, la difficulté que c'était, mais aussi les joies d'apporter de la valeur à des gens, de créer des emplois, etc. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que nous, on a ce projet-là qui, pour moi, est important, et moi-même, j'avais besoin de ce produit, donc c'est pour ça que j'ai voulu le créer. Et donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat était le chemin un peu essentiel pour y arriver. Donc on verra où ça nous mène, mais en tout cas, voilà, j'espère pouvoir apporter autant de valeur ajoutée qu'ont pu le faire les gens que j'admire. Mais moi, c'est ce que j'aime bien avec toi, Vincent, c'est ce côté un peu visionnaire, un peu ambitieux. Tu te fermes pas les portes de l'ambition.
Non, bien sûr. Après, encore une fois, on est très humble parce qu'on est tout au début de cette aventure. J'espère qu'on ira le plus loin possible et surtout, moi, mon objectif, c'est d'apporter de la valeur à la fois aux marques et aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment ma priorité ultime. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on est visionnaire ou qu'on le deviendra en tout cas et qu'on ira le plus loin possible. Et voilà, on est très humble par rapport à ce que d'autres ont pu faire. Mais aujourd'hui, ils sont très inspirants. Donc j'espère à terme voilà, qu'on arrivera, grâce à ça, à atteindre nos objectifs. Tout à l'heure, tu nous as présenté Liseray Rouge à la fois comme un agrégateur de produits, de marques, et un agrégateur de connaissances à la fois. Un mi-chemin entre les deux, c'est ce qui est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais un peu préciser pourquoi, le why, pourquoi tu as voulu créer Liseray Rouge? Alors, le mot est peut-être un petit peu fort, mais ça vient d'une certaine frustration. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai le parcours d'achat classique, mais aujourd'hui, quand je cherche une pièce en particulier, on va dire une veste en cuir par exemple, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est d'aller voir des blogs pour hommes que je connais et qui sont assez connus maintenant, pour voir les marques qu'ils recommandent et l'attention sur les points que tu dois regarder quand tu achètes ce genre de produit. La seule limite, c'est qu'une fois que tu as cette liste de marques et cette liste de critères que tu dois regarder, bah, tu vas ouvrir plusieurs onglets, appliquer tous tes filtres et après bah, éventuellement faire ta sélection. Ça, c'est une partie de l'expérience, donc cette recherche de marques. Et puis après, voilà, si tu veux même découvrir des marques, même si tu n'as pas un produit en tête, et ben aujourd'hui, ça se passe notamment sur Instagram avec la limite que c'est la marque qui paye le plus, qui sera le plus visible, et pas forcément celle qui propose des produits de très bonne qualité. Et donc, je me suis dit, il faut juste qu'on fasse l'étape d'après de ces blogs-là, qui font un travail que j'admire beaucoup. Et donc, c'est de dire, on va prendre ces marques de qualité, on va réunir leurs produits au même endroit, et donc, bah, les marques, ça va leur donner une certaine visibilité, elles feront éventuellement des économies en termes de communication. Et toi, en tant qu'utilisateur, on est tous très occupés, hein, on a une vie personnelle, on a une vie professionnelle, bah, tu auras toutes ces pièces-là qui seront au même endroit, ce qui fait que tu n'auras plus qu'à appliquer tes filtres à un endroit et après bah, tu seras redirigé vers le site de la marque pour terminer ton achat. Et on pense que grâce à ça, on va te faire gagner du temps. Et c'est pareil en termes de connaissances. Aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup d'informations sur Internet, c'est pas à toi que je vais l'apprendre aussi avec ChatGPT, des choses comme ça. Mais si tu veux avoir une vue vraiment exhaustive des connaissances de la mode, à la fois masculine et féminine, c'est assez compliqué parce que l'information est éparpillée. Donc nous aujourd'hui, je sais pas si c'est le bon terme, mais on veut essayer de créer une sorte de Wikipédia de la mode où vraiment je veux que ce soit impossible pour toi, ou quasiment impossible, de trouver des informations en dehors du site de Liseray Rouge. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on agrège quasiment bah, les 20 premiers résultats d'une recherche Google, par exemple, pour que tu l'aies au même endroit. En se disant que, par exemple, si tu veux savoir comment entretenir ton pull, tu dois pouvoir le trouver au même endroit. Si tu veux connaître l'histoire des pulls, tu dois le trouver au même endroit, etc. Toujours dans cette idée de te faire gagner du temps, en fait. En se disant que il faut que la mode vienne à toi et que ce soit pas l'inverse, parce que bah, tu es très occupé, et donc ça va plaire, je pense, aux gens qui aiment la mode, mais l'objectif c'est de plaire au plus grand nombre, même aux gens qui ont peu d'intérêt dans la mode, parce qu'ils trouvent ça complexe et qui aujourd'hui, par exemple, ont l'habitude d'aller à certains endroits et vont reproduire l'achat parce qu'ils sont satisfaits et pas forcément découvrir de nouvelles marques. Puis le dernier point, c'est qu'il y a aussi un prisme parisien, parce que même si je viens de Clermont-Ferrand, aujourd'hui je vis à Paris, c'est vrai qu'à Paris on passe devant beaucoup de boutiques, beaucoup de marques, là où à Clermont-Ferrand bah, c'est moins le cas par exemple forcément. Donc j'aimerais bien que justement on puisse diffuser en fait ces marques qui sont de qualité au plus grand nombre et même dans des villes où ils n'ont pas forcément de points physiques pour les représenter. Ok, super. Donc là, je vois vraiment un petit peu la double facette, le côté où tu vas mettre en avant une facilitation pour le client, une expérience utilisateur, pas seulement pour les passionnés de la mode, hein, mais pour tout un chacun de pouvoir s'habiller comme il le veut, avec des conseils, un accompagnement, et à la fois aussi de promouvoir, si je comprends bien, promouvoir, je ne sais pas si c'est le terme, mais de mettre en avant toutes les marques, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, à la condition qu'elles répondent vraiment aux besoins du consommateur final. Donc on a vraiment cet écosystème entre l'aspect des marques et l'aspect de l'utilisateur. Exactement. Donc nous, pour les marques, on considère qu'on essaie de valoriser la création et la créativité, parce que pour nous, c'est essentiel, et ça fait partie de l'ADN, je pense, en tout cas de la mode. Et après, bah, au niveau utilisateur, on essaie de prendre en compte les contraintes qui sont bah, notamment le temps. Vous allez avoir des enfants, le sport, le travail, etc. Il faut qu'on rende ça le plus smooth possible,
Donc je pense que si on arrive à agréger ces pièces-là et la connaissance, on arrivera à la fois être utile aux marques et à la fois aux utilisateurs. Ok, d'accord, super. Est-ce que tu pourrais nous dire, avec précision ou imprécision d'ailleurs, quels sont tes clients? Qui sont-ils? Je pense qu'au début, ce sera des gens qui sont intéressés par la mode et justement qui ont ce parcours qui peut être assez, pas complexe, mais assez complet en tout cas, on va dire, de justement chercher des marques, les points à regarder, avant d'acheter une pièce, puis après, cette recherche. Donc ce sera eux, je pense, dans un premier temps, qui vont trouver les liserés rouges le plus pertinent. Dans un deuxième temps, moi j'aimerais m'adresser au plus grand nombre et justement rendre la mode, accessible au plus grand nombre, à la fois sur les connaissances qui peuvent être parfois un petit peu techniques et à la fois sur les marques. Et donc voilà, notre objectif c'est de parler à tout le monde à terme et de réunir le maximum de marques pour couvrir le maximum d'utilisateurs potentiels, possibles. D'accord. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, c'est plutôt les utilisateurs de la mode, ceux qui connaissent vraiment mieux ton intérêt pour la mode, tout à fait, avec une volonté de la démocratiser. Exactement, c'est tout à fait ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ouais. Et justement de toucher, moi je garde toujours en tête voilà, des amis que je peux avoir à Clermont-Ferrand qui eux ont peu ou pas d'intérêt pour la mode et qui vont avoir l'habitude d'aller dans les mêmes boutiques et des grandes boutiques que l'on connaît tous et ils vont moins connaître des marques plus petites et peut-être plus parisiennes dans un premier temps, justement et leur apporter pour que ça aille jusqu'à eux et qu'ils découvrent des alternatives de meilleure qualité avec un meilleur rapport qualité-prix éventuellement. D'accord, ok, super. Donc aujourd'hui, là, dans tes quelques milliers d'abonnés, c'est essentiellement des personnes qui ont un intérêt et qui l'expriment. Qu'est-ce qu'ils te disent, ces clients? Aujourd'hui, donc je pense qu'on ira peut-être dessus un petit peu plus tard, mais notre stratégie, c'est de développer une notoriété. Pour ce faire, on propose des articles justement et des conseils. Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui nous suivent, je dirais que c'est 30% des gens qui sont en Île-de-France, et le reste dans toute la France. Donc déjà on arrive, même si on a ce point important en Île-de-France, on arrive quand même à toucher une population nationale. Là où je suis assez content aussi, c'est qu'en termes de répartition, on est à 65% je crois sur les femmes, et donc 35% sur les hommes. Voilà, donc on sait que les femmes peuvent avoir peut-être plus d'appétence naturellement pour la mode. Donc voilà, nous, étant donné qu'on veut parler à la fois aux hommes et aux femmes, je suis assez content de cet équilibre qu'on peut avoir. Donc on a cet équilibre en termes d'hommes et femmes, on a cet équilibre aussi au niveau national, donc ça c'est une bonne chose. Et donc voilà, donc on a on arrive à couvrir un peu toutes ces personnes-là. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils apprennent des choses sur la mode, donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, qu'ils veulent en savoir plus, à la fois sur la partie culture, parce qu'on essaie justement d'expliquer d'où viennent certains termes, et à la fois des conseils très pratiques sur voilà, comment choisir une veste, comment choisir un jean, etc. Donc on essaie voilà, d'être utile aux gens, puisque c'est notre priorité. En attendant justement d'avoir une certaine crédibilité pour pouvoir convaincre des marques et après arriver à notre projet ultime qui est de réunir les différents acteurs du milieu ensemble. Ok, d'accord. Ok. Merci Vincent. J'aimerais bien, je serais très curieux d'avoir ta vision un peu sur le... Si on dézoome un peu, alors je vais poser plusieurs questions une, mais à la fois l'aspect vision, et dans la vision j'entends vraiment la stratégie que tu vas mettre en place, un peu étape par étape, et adossé à ça, corrélé à ça, un peu quels sont les objectifs à la fois de l'entreprise, de Liseré Rouge, et à la fois les objectifs de Vincent Tabellion. Qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Ok, donc c'est très, très complet. Au niveau de l'entreprise et même personnellement, vraiment notre priorité ultime et ce qui est très très important, c'est d'apporter de la valeur aux gens et d'être utile. Ça c'est vraiment notre objectif et chaque matin je me demande honnêtement comment on peut être utile pour les marques et pour les utilisateurs. Étape par étape et la vision, donc on a la même problématique que The Braderie à leur début, puisqu'on a une problématique de notoriété pour être crédible vis-à-vis des marques. Donc aujourd'hui, on travaille sur un premier prototype de site internet, juste pour avoir une vision et donner une image aux gens de ce que pourrait être demain Liseré Rouge. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de partager nos connaissances qu'on a humblement accumulées au cours des années sur la mode, qu'on partage sur Instagram. Aujourd'hui, alors où on parle, on est aux environs de 1700 followers.
Notre objectif, puisque la notoriété, un des KPI aujourd'hui, je crois savoir que c'est le nombre de followers sur Instagram, un de nos objectifs, ce serait d'arriver à 50 000 d'ici la fin d'année. Et grâce à ça, on sera, je pense, crédible pour les marques, puisque si on arrive à avoir plus de followers que certaines marques, on pourra développer leur notoriété, ce qui est l'une de nos promesses et l'une de nos missions. Donc voilà, donc ce serait déjà cette année arriver à cet objectif-là, ce sera déjà très bien. Grâce à ça, si on arrive à être crédible vis-à-vis des marques et à démontrer qu'on peut leur apporter quelque chose et les aider dans leur développement, on pourra en avoir de plus en plus. Une fois qu'on aura pas mal de marques, on aura de plus en plus de poids pour se développer, et grâce à ça, on pourra construire Liseré Rouge main dans la main avec elle. Je me dis que si on arrive à bien travailler, peut-être que dans 5 à 10 ans, on pourra être le portail mode de référence au niveau mondial, puisque grosso modo, dans notre stratégie, ce serait de lancer l'application courant 2025. Donc se développer en France sur cette année-là, essayer d'aller au niveau européen en 2026-2027, et après poursuivre au niveau mondial en 2028 et 2029. Puisque si aujourd'hui sur Liseré Rouge il y a essentiellement des marques françaises, à terme il y aura de nombreuses marques, tant qu'elles respectent les critères que nous on s'est fixés. Donc c'est de la confection pour le moment européenne, puisque ce sont des marques françaises, mais à terme ce sera de la confection locale. On mettra par exemple de très bonnes marques de jeans japonaises, donc voilà, avec une confection locale au Japon, et après des matières essentiellement naturelles. Alors c'est là aussi où on essaye d'être souple, parce qu'on peut comprendre que l'ensemble de la collection d'une marque ne peut pas être composé que de matières naturelles. C'est ce qu'on souhaite, et certaines marques y arrivent, d'autres non, mais c'est pas pour autant qu'on s'interdit de les mettre, parce que voilà, il faut qu'il y ait ce côté qui donne envie, et donc on pense que si on a des marques qui sont respectueuses quand même de l'environnement et de leurs clients vis-à-vis des produits qu'elles proposent, on peut quand même les mettre sur la plateforme pour donner envie justement, et grâce à ça faire découvrir d'autres marques aux gens. Donc on pense que tout ça est très complémentaire, donc aujourd'hui voilà, on se base sur cette sélection, et donc à terme je pense que voilà, si on arrive à démontrer au marché qu'on est utile, je pense qu'on pourra devenir cette référence, et vraiment en co-création à la fois avec les marques et les utilisateurs qu'on veut servir. Donc voilà un petit peu nos objectifs et notre manière d'y arriver. Pour l'instant, c'est comme ça, on verra si ça évolue. Ok, et ça me fait penser à un point, c'est intéressant, donc une vision qui est assez claire. On espère. Pour l'instant, quels seraient tes freins justement, qui diraient je peux pas y arriver parce que ça serait quoi? Aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir les marques avec nous, puisqu'en fait, sans ces marques-là, on ne peut pas proposer de produits aux utilisateurs. Et donc, si on veut te faire gagner du temps, il faut qu'on arrive à te proposer des choses. Donc, un des freins pour nous, ça serait par exemple, que les marques ne voient pas l'intérêt de notre projet ou ne veulent pas y participer. Et donc là, il faudrait qu'on se remette en question et qu'on essaie de comprendre pourquoi. Et peut-être que la valeur ajoutée que l'on pense apporter au marché n'est pas si importante pour eux. Et à ce moment-là, on essaiera de trouver une autre approche, peut-être, pour essayer quand même de répondre aux besoins des utilisateurs, qui est quand même de gagner du temps et de t'accompagner dans la découverte de nouvelles marques. D'accord, ok. On a la vision de Liseré Rouge, on sait qui est Liseré Rouge. Maintenant, ce qu'on attend, c'est comment Liseré Rouge va gagner de l'argent. C'est quoi le business model? Alors c'est une très bonne question. Déjà, je pense que en fait, on repose sur le business model en fait, des différentes applications qu'on connaît aujourd'hui. Donc le vrai enjeu, c'est le trafic. Donc c'est pour ça que pour moi, si on veut avoir du trafic et avoir cet équilibre financier qui est essentiel pour arriver à nos fins, il faut qu'on soit utile vis-à-vis des clients. Donc une fois qu'on sera utile vis-à-vis des clients et qu'on a du trafic, on a différents moyens qu'on peut envisager pour rentabiliser ce projet. On peut penser par exemple à un abonnement mensuel au niveau des marques pour le référencement. On peut également envisager une commission sur les ventes, en plus ou à la place de cet abonnement. On peut imaginer aussi des pubs sur le site, alors d'une manière élégante. L'idée, c'est pas de proposer une mauvaise expérience aux utilisateurs. On peut aussi imaginer, si on a ce pendant pub, de proposer à l'utilisateur de payer 1 ou 2 € par mois pour enlever ces pubs. Ça peut être une source de revenus, surtout si on a un grand nombre d'utilisateurs qui peut permettre d'avoir cette rentabilité dont on a besoin. Et puis après, on pense aussi à différents services payants, notamment vis-à-vis des utilisateurs. On pense que les gens peuvent
beaucoup aimé. Et donc ça, c'est des axes qu'on a pour rentabiliser le projet. Sachant que dans mon idéal, j'aimerais qu'on repose beaucoup plus sur l'utilisateur que sur les marques, pour une question d'indépendance, et puis aussi parce que vraiment, notre mission, c'est de valoriser la création. Et aujourd'hui, si on a un coût d'abonnement ou une commission sur les ventes qui est trop élevée, malheureusement, certains créateurs ne pourront pas venir sur la plateforme. Et en fait, aujourd'hui, nous, on se dit, si on a un petit créateur, comment on peut faire que lui gagne sa vie et que nous aussi, plutôt que de dire on crée une plateforme et s'ils peuvent se le permettre, ils viennent, sinon non. Nous, on part vraiment de la marque pour voir quel équilibre on est prêt à trouver pour que voilà, ce soit pérenne à la fois pour eux et à la fois pour nous. Ok, d'accord, ok. Donc là, tu es en développement, tu es en création, hein, c'est le début de Lisa Rouge. Donc aujourd'hui, Lisa Rouge ne rentre pas d'argent. À partir de quand tu penses que les premiers euros vont arriver dans le compte bancaire de Lisa Rouge? Je pense qu'en termes de chiffre d'affaires, on devrait commencer à partir de 2025, quand on aura une certaine notoriété et qu'on pourra justement commencer à pouvoir monétiser le trafic qu'on aura créé, encore une fois, grâce à la valeur ajoutée que j'espère on arrivera à apporter à ces différents acteurs. Donc je pense que ce sera en 2025 pour le premier chiffre d'affaires. Et après, dans nos simulations, on devrait être rentable à partir de la 5e année. Donc ça, c'est dans nos simulations. Hein. C'est comme dit Elon Musk, tout marche dans un PowerPoint, même aller sur Mars. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très prudent et qu'aujourd'hui, voilà, à 5 ans, on devrait être rentable. Maintenant, voilà, aujourd'hui aussi, c'est notre vision sur comment on pense rentabiliser la plateforme. Maintenant, étant donné qu'on veut être au service des marques et au service des utilisateurs, on verra avec eux aussi les idées qu'ils ont pour monétiser ce système et voir comment eux sont prêts à le payer. C'est intéressant parce que tu construis ta stratégie sur du long terme, d'accord? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as vraiment cette approche de dire je grossis pas tout seul, je grossis dans un écosystème, étape par étape, et je ne grossirai qu'avec mon public, qu'avec mes clients, qu'avec les marques. Et ça, je trouve ça très louable. Je pense que c'est un gros challenge. Et en tout cas, je trouve ça vraiment pertinent, cette vision que tu as, qui est atypique et que j'apprécie beaucoup. Non, mais après, bien sûr qu'on veut gagner de l'argent, et puis après, on veut beaucoup investir dans l'écosystème. On pense avoir différents moyens à terme pour y arriver. Ça, c'est une vision à très long terme, mais on a pas mal d'idées pour ce faire. Et donc, oui, sans les marques, on n'y arrivera pas. Nous, en plus, on veut les aider. Tu vois, aujourd'hui, sur Livret Rouge, on n'a que des marques que j'apprécie beaucoup et qui proposent de bons produits. Donc, je me dis que si... Alors, ils ne m'ont pas attendu, ils n'ont pas besoin de moi pour faire du chiffre d'affaires, mais si voilà, on peut les faire encore plus connaître et les aider, déjà dans un premier temps, je serais très content parce que voilà, je suis content de connaître ces marques, d'avoir leurs produits et de leur faire de la pub. Aujourd'hui, tu sais, moi je vois Livret Rouge vraiment comme, je vais mal le dire, mais comme un blog de fans en fait. Parce que tu vois, c'est des marques que j'aime beaucoup, que je suis depuis de nombreuses années. Tu vois, Ast, ça fait plus de 10 ans que j'achète mes chemises chez eux, j'ai suivi toute leur histoire. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est comme si je te recommandais une chemise en fait. Comme si tu me demandais, tu vois, si tu m'avais demandé recommande-moi des marques de chemises, je t'aurais dit Ast. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que au lieu de te le dire, je mets tous leurs produits au même endroit et comme ça, je te laisse choisir et découvrir leurs produits. Donc c'est vraiment la base de ce que je veux faire. Et en plus, je pense que grâce à ça, tu vas gagner du temps et moins acheter, mais mieux acheter, qui est complètement ce qu'on voit partout maintenant, quoi, parce que c'est important au niveau écologique et pour toutes les dimensions qu'on connaît. Vincent, parlons peu, parlons chiffres. Allons-y. Tout à l'heure, donc, tu nous présentes un projet vraiment ambitieux, et on va le voir. Derrière, il y a des chiffres, il y a déjà des fonds. Est-ce que tu peux nous détailler vraiment l'aspect chiffré de ce projet? Oui, bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui, on a un capital qui représente 166 000 € et une dizaine d'actionnaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet actionnariat, il y a un tiers du capital qui est détenu par des développeurs qui ont eux-mêmes une société qui représente entre 30 et 40 personnes, donc c'est une belle entreprise à Clermont-Ferrand. Donc aujourd'hui, ce capital nous permet de nous lancer et de tester le marché, de commencer à développer cette notoriété dont on a besoin
pour voir si voilà, au niveau des marques, on a assez de partenaires qui acceptent de nous suivre. Et après, dans les projections dont on a besoin, on attend encore le chiffrage justement des développeurs sur les applications qu'on veut proposer. Mais pour l'instant, je dirais qu'on a besoin d'entre 1 et 2 millions d'euros pour les 5 années à venir. Voilà, donc qui serviront principalement au développement du produit, un petit peu aussi en notoriété pour voilà, arriver à là où on veut et pour encore une fois être crédible vis-à-vis des marques. Et puis après, on va aussi créer des emplois puisqu'on va avoir besoin de gens pour notamment créer le contenu. La stratégie de Liseré Rouge, c'est vraiment d'être asset light. Donc je veux vraiment qu'au niveau de la partie produit, on ait le moins de dépenses possible pour en fait être le plus accessible possible vis-à-vis des marques. Donc prendre le moins de commissions possible ou le moins d'abonnements possible, et pareil vis-à-vis des utilisateurs. Donc quand je projette la société, je vois que ce qui va nous coûter le plus d'argent, c'est pas tant la partie produit, c'est plus la partie connaissance, puisque voilà, il faudra rédiger du contenu, il faudra éventuellement proposer des looks, et puis mettre en place toute la stratégie qu'on a en tête. Mais voilà, donc je l'estime pour le moment entre 1 et 2 millions d'euros sur 5 ans. D'accord, ok. Vincent, maintenant je vais parler à l'entrepreneur. Ok. L'entrepreneur, donc tu as démarré, ça fait déjà plusieurs mois. Dans ces premiers mois, est-ce que tu peux nous dire, avec des exemples précis, un peu vraiment les défis, les difficultés que tu as pu avoir, et aussi des choses où tu étais vraiment content, des petites victoires ou des grosses victoires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est très humble parce qu'on est vraiment au début et entrepreneur, je trouve que c'est toujours très impressionnant comme terme parce que bah, ça m'évoque des gens qui ont changé nos vies et pour l'instant, on n'en est pas là. Je ne sais même pas si on y arrivera à terme, mais je l'espère. En tout cas, moi, je vois deux défis dont on parle assez régulièrement ensemble et c'est là où tu m'aides beaucoup. C'est l'allocation du temps et l'allocation du capital. Parce que bah, ce sont deux ressources finies, c'est les deux ressources dont on a besoin pour avancer. Et c'est vrai que c'est ça, je trouve, qui est le plus dur. Avoir une vision, etc., ça demande aussi du temps. Et c'était à ce à quoi on servit les premiers mois, puisque notre vision n'était pas aussi aboutie qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte de certaines limites, de certaines choses qui manquaient dans la vision. Donc elle se nourrit de jour en jour, elle se complète. Donc voilà, mais il y a au quotidien, il y a voilà, sur quoi j'accorde du temps, sur quoi j'accorde du capital. Et puis c'est vrai que quand on commence, bah, il y a beaucoup de sorties d'argent entre le comptable, éventuellement les avocats dont tu as besoin, ce gain de notoriété hein, qui est capitalistique malgré tout. Et puis après, bah, dans les bonnes surprises, c'est vrai que bah, déjà même sur les premiers mois, il y a des gens qui sont là pour nous aider. À qui on n'aurait pas forcément pensé, et pourtant bah, ils sont là pour soit nous donner des contacts, soit nous donner des conseils, et donc ça c'est vraiment très enrichissant. Donc forcément il y a des gens qui, à l'inverse, hein, où on pensait pouvoir plus se reposer sur eux, au final moins, mais c'est largement compensé par toutes les bonnes rencontres qu'on fait, et puis tu vois, dès le début c'est une aventure humaine, puisqu'on a déjà 10 personnes qui sont là dans les investisseurs. Et donc, encore une fois, hein, je les remercie et ils sont là au quotidien aussi pour aider. Donc, c'est une vraie chance qu'on a et c'est l'importance d'être entouré. Donc, Ok, merci beaucoup hein, pour ce témoignage. C'est que probablement qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont en train de créer leur boîte en ce moment. Et peut-être que voilà, grâce à toi, qui est en création aussi, un peu comme eux, ils peuvent peut-être s'identifier. Et est-ce que tu peux nous dire si des fois tu as eu vraiment des peurs où quelque part tu n'arrives pas à te lever un peu de ton lit et tu te dis mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et en fait tu trouves des solutions et tu avances. Est-ce que tu as des exemples sur ça un petit peu? ouais, bah, la peur, elle est omniprésente, hein. Parce que c'est vrai que quand tu quittes le salariat, bah, tu quittes le bord de la piscine. Et donc là, bah, tu quittes tout cet environnement, ce cadre que tu connais avec bah, les tâches, un environnement d'entreprise avec une base qui existe, des clients qui existent, une activité qui existe. Et puis tu as aussi tout le confort du salariat, hein, malgré tout, avec bah, tes vacances, tes chèques restaurants, ton salaire aujourd'hui que tu n'as pas forcément quand tu es en phase de création. Donc ça, c'est des défis. Et puis du coup, la peur est quand même là parce que bah, y a des investissements qui sont importants. Et puis tu as peur aussi de te tromper. Tu as peur que ta vision ne soit pas la bonne parce que voilà, j'ai pas le monopole de la bonne idée. Donc
peut-être que mon besoin n'est pas représentatif d'un marché qui est assez suffisant. Peut-être que les marques nous diront que ce qu'on apporte n'est pas à la hauteur de ce dont elles ont besoin. Donc je sais pas. Donc il y a des périodes de doute. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques retours sur Instagram de personnes qui nous encouragent et qui trouvent qu'on leur apporte de la valeur. Nous, on est beaucoup à l'écoute justement des commentaires et des axes d'amélioration qu'on peut avoir, parce qu'encore une fois, hein, l'idée c'est de servir les gens. Donc voilà, donc ça c'est vrai que ça, quand on voit ce genre de message, ça encourage et on se dit que peut-être qu'on va dans la bonne direction. Peut-être qu'on pivotera et qu'on a une vision aujourd'hui, et peut-être que si tu me réinvites dans 6 mois, on fera quelque chose de différent, mais voilà, en tout cas, la peur est là et je pense qu'elle permet aussi d'avancer et surtout de rester humble et de se remettre en question pour être sûr de servir son marché. Ok, d'accord. Donc la peur, elle est, comme tu dis, hein, omniprésente, elle fait partie de ton quotidien. C'est pas mal, c'est quelque part, c'est normal, hein. À contrario, est-ce que tu peux, parce que ça c'est quelque chose qui peut faire peur de parler de la peur, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, mais j'adore ce que je suis en train de vivre, j'adore ce projet, voilà. Est-ce que tu peux contrebalancer, du coup, pour les téléspectateurs aussi, qui puissent se dire, pourquoi tu te bats? Non, bah c'est sûr que moi j'aime beaucoup me lever le matin. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que souvent dans le salariat, mais bon, en audit c'était pas forcément le cas, mais dans le salariat t'as le week-end, et puis des fois le dimanche soir t'as pas forcément envie d'y retourner le lundi matin parce qu'il y a des choses que t'as pas envie de faire. Moi, il n'y a plus vraiment de notion de week-end, puisque le projet m'habite vraiment et j'essaie toujours de me poser des questions et de voir comment on pourrait faire mieux. Donc c'est vrai que que ce soit un lundi matin ou un dimanche matin, pour moi, c'est à peu près les mêmes jours. Et c'est vrai que la chance que tu as dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as beaucoup la main sur ton temps. Et donc du coup, bah, tu peux faire des choses qui t'intéressent. Tu as forcément des contraintes, hein, il y a des choses qui sont un peu moins sympas. Ça fait partie de toute mission entrepreneuriale. Mais du coup, non, moi j'aime beaucoup parce que bah, tu peux allouer du temps à ce qui t'intéresse le plus. Tu vois, moi j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'essayer de parler avec des marques, avec des utilisateurs et d'essayer de me dire comment on peut être utile vis-à-vis des gens. Donc je suis très excité chaque matin de travailler dessus. En plus, on a plein de projets intéressants qui arrivent. Et donc voilà, donc on essaie de les développer et c'est un grand bonheur à chaque fois. Et puis c'est ça aussi, c'est que quand tu es salarié, bah, tu choisis pas forcément ton équipe, alors que quand tu es entrepreneur, bah, tu t'entoures des gens qui peuvent t'aider à avancer et qui ont ces valeurs communes. Aujourd'hui, tu vois, je travaille beaucoup avec Célia, et encore merci à elle pour tout ce qu'elle fait pour le projet. Et tu vois, j'ai tellement de chance de pouvoir m'entourer d'elle, et il y a encore d'autres personnes, il y a notamment Alice qui nous aide sur la rédaction d'articles, etc. Et c'est vraiment bien de pouvoir regrouper des gens qui ont cette même énergie, cette même volonté, et de se dire que profondément, on essaie d'apporter quelque chose sur un marché. Donc, je suis vraiment très excité chaque matin de pouvoir travailler dessus. Alors Vincent, la minute un peu odyssée entrepreneuriale. On aime bien, on a cette notion un peu de scoring chez Odyssée Entrepreneuriale, où chaque chose qu'on fait, on établit un score et on justifie, ça permet de matérialiser quelque chose. Je dis n'importe quoi, tu vas voir un psychologue parce que t'es pas bien, le fait de dire je suis pas bien à hauteur de 8 sur 10, eh ben, ça matérialise ton mal-être. Et si à la fin des séances, tu n'arrives plus à dépasser 2 sur 10, c'est-à-dire que tu as matérialisé le changement. Et ça, c'est hyper puissant, en tout cas, on pense que c'est puissant. Et on essaie d'appliquer ce principe sur l'entrepreneuriat. Donc, mon premier scoring, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quelle hauteur tu mets le curseur sur le fait que toi, quand je dis toi, c'est liseré rouge, propose de la valeur au client. Et pourquoi? Bonne question. J'espère qu'on tend vers 10, en tout cas. Non, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je dirais qu'on est aux alentours de 4 ou 5, parce que vraiment on est sur un prototype, on a des idées qu'on leur soumet, eux trouvent ça globalement intéressant. Alors il y a toujours des gens qui nous disent que c'est pas ce dont ils ont besoin, et on essaie de s'adapter et d'être le plus complet possible. Mais forcément, on tend vers 10 parce qu'on crée tout ça pour eux. C'est vraiment notre volonté. Donc voilà, aujourd'hui, le site n'est pas très complet puisqu'on a entre 3 et 4 000 produits sur le site. Notre volonté, c'est pas d'aller forcément très haut, mais c'est d'être plus exhaustif que ce qu'on est aujourd'hui. Et puis pareil, sur la partie média, on n'a que quelques articles aujourd'hui, donc les gens, on a plutôt des bons retours, mais aujourd'hui on est très loin d'avoir agrégé l'ensemble des connaissances
à la fois sur la note masculine et féminine. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais même qu'on est plutôt peut-être aux alentours de 4, parce que voilà, on commence à donner un petit peu de contenu, mais on va très vite monter sur la suite pour justement pour entretenir cet intérêt que les gens peuvent avoir. Et puis j'espère que petit à petit, voilà, on va réussir à convaincre des marques de nous rejoindre. Et alors là, on ira beaucoup plus vite sur cette valeur qu'on leur apporte. Ok. Prochain scoring, de 0 à 10, le fait que tu sois rentable d'ici 3 ans. Alors, la rentabilité d'ici 3 ans, ça va être, je te dirais, vu comme c'est parti, il y a peu de chances, donc peut-être 1 sur 10, sauf si on est très bon et que... Aujourd'hui, dans nos perspectives, on a été très pessimiste, parce que c'est cet aspect aussi audit qu'on doit voir. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la diffusion de certaines applications, il y a un monde où effectivement on peut atteindre une rentabilité peut-être à 3 ou 4 ans. Donc c'est possible. Aujourd'hui, je l'estime plutôt à 5 ans en étant conservateur. Donc voilà, donc j'irais plutôt vers 1 sur 10 peut-être, sachant que voilà, notre priorité c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens, et je pense que si on y arrive, la rentabilité viendra à terme sans problème. Ok. Le dernier scoring, plus personnel, est-ce que tu es heureux? Est-ce que je suis heureux? Oui, aujourd'hui je suis très heureux de ce qu'on est en train de faire. Je dirais, allez, à 8 sur 10 peut-être. Il manque 2 points. Voilà, on va dire 1 point quand les marques nous diront qu'ils sont contents de ce qu'on apporte, et un autre point quand les utilisateurs nous diront qu'ils sont contents de ce qu'on apporte. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque et ce qui va faire que voilà, on va vraiment aller jusqu'au bout du projet. Aujourd'hui, je considère qu'on est en phase de test. On teste le marché, on teste ce qu'on peut apporter aux gens. Et je serais vraiment très content. Je prends déjà beaucoup de plaisir aujourd'hui, encore une fois, à échanger avec Célia, Alice et toutes les personnes qui m'entourent, les actionnaires, etc. Mais voilà, si en plus le marché nous dit qu'on est utile pour eux, voilà, je serais vraiment très content et on pourra aller au bout de ce qu'on veut faire. Vincent, la question à 100 000. Combien d'heures tu travailles par semaine? Alors, je t'avoue que je les compte pas. Je les compte pas parce que j'aime beaucoup ce qu'on fait au quotidien, mais je l'estime entre 60 et 70 heures à peu près. Après, c'est quand tu prends beaucoup de plaisir, au final tu comptes pas les heures, et c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais bon, je pense que c'est ce qu'il faut aussi quand tu te lances, et puis voilà, comme tu le sais, tu as beaucoup de défis à relever, et donc il faut une certaine persévérance, et puis voilà, le fait de se remettre en question à chaque fois, et puis d'essayer aussi de répondre aux gens sur Instagram, d'essayer de trouver du contenu de qualité, d'essayer de lever des fonds, de travailler sur le deck, etc. Ça fait plusieurs sujets en même temps. Donc voilà, c'est le temps dont on a besoin aujourd'hui pour lancer ce projet. Donc voilà, donc ouais, c'est entre 60 et 70 heures. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Parce qu'on a un indicateur de temps de travail qui peut paraître complètement élevé, mais quelque part, si quelqu'un est fan de jeux vidéo et je lui dis va jouer 10 heures d'affilée, il va être hyper content. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant de contrebalancer cet indicateur temps de travail qui peut dire oh là non, je travaille tant d'heures par semaine. En fait, si quand tu travailles, tu n'as pas une pénibilité ou une impression de vraiment travailler. Bien sûr. Ça, c'est hyper intéressant. Non, c'est ça. Et puis j'ai aussi aujourd'hui une vie personnelle qui fait que je peux me permettre de ça. Et je peux comprendre que certaines personnes qui peuvent avoir, comme toi, des enfants ou autres, ne peuvent pas forcément consacrer autant de temps. Mais voilà, aujourd'hui, je peux me le permettre. C'est pour ça que je le fais. À terme, ce sera sans doute différent. Et puis j'espère qu'il y aura cet équilibre aussi à trouver. Puisque le travail est une chose, mais il y a aussi tout le reste qui est aussi important. Ok, donc du coup, c'est à moi maintenant de te poser une question. On inverse un peu les rôles. Ça doit te faire torturer. Donc du coup, dans ma situation, et dans la situation où est Liseré Rouge aujourd'hui, quel conseil toi tu pourras avoir en tant qu'Odyssée entrepreneuriale? Ok, donc si je prends un petit peu déjà dans tout ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant, et tout ce que tu m'as partagé en dehors. Le premier point, je dirais vraiment, tu es sur une stratégie qu'on appelle, les Américains appellent le network effect. Ok. C'est en fait, tu pousses par exemple Uber, c'est la même chose, tu pousses le nombre d'utilisateurs, tu pousses le nombre de marques, tu pousses le nombre d'utilisateurs, tu pousses le nombre de marques, et en fait c'est une sorte de spirale vertueuse qui pousse l'entreprise, et plusieurs business models existent comme le tien. Donc forcément, je peux que t'encourager à propulser et à t'entourer de partenaires qui puissent t'aider à réaliser ce network effect. C'est le premier point qui me vient en tête. Le deuxième point, c'est dans cette... Alors je ne sais pas exactement
comment ça va être d'ici quelques années, mais dans cette plateforme, je pense qu'il y a plusieurs intérêts. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt des consommateurs. Donc eux, ils ont quoi? Ils veulent la pièce qui leur correspond le mieux. D'accord? Et il y a l'intérêt des marques. L'intérêt des marques, c'est quoi? C'est qu'elles veulent vendre, et elles veulent vendre à tout prix, à tout prix. Donc ça veut dire, est-ce que tu mets le curseur, comme tu dis tout à l'heure, aux personnes qui payent les marques, et comme ça les plus grosses marques sortiront du lot, c'est pas ce que tu veux. Et donc c'est vrai que je pense qu'il y a pour le coup un point technique sur l'application à trouver un point d'entre-deux en disant quel est le meilleur intérêt pour l'utilisateur et de le matérialiser sur l'algorithme. Par rapport à un point peut-être plus, pour le coup, hyper précis, tout à l'heure tu m'as dit 65% de femmes, hein, c'est ça? Exactement, entre 65 et 70%. Ok. Il y a un réseau social qui est hyper intéressant, qui existe depuis longtemps et qui est intéressant. Pas mal d'entreprises prennent le penchant, c'est Pinterest. Et Pinterest a une majorité de clientes féminines. Et je pense typiquement que ton entreprise et ta stratégie, je pense que c'est un réseau social sur lequel, à mon avis, tu devrais être présent. C'est un bon point. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore dans nos différents réseaux, parce qu'on essaie de maintenir l'Instagram, mais on va envisager du coup Pinterest à terme. Et le dernier point, alors c'est plus subjectif, hein, c'est plus personnel. Moi j'adore ta vision, j'adore ton personnage, qui était une personne vraiment humble, hein, et je connais ton parcours, je connais tout ce que tu as fait, donc je vois à quel point tu nous dis les choses de façon avec une belle humilité, merci beaucoup. Je pense que justement, toutes les fois où toi tu dis « je pense que, peut-être que », le fait de les approprier, parce que je sais que tu les as appropriés, mais de les concrétiser, de les matérialiser en disant je vais faire ça. Et bien ça, je pense, alors peut-être que ça joue pas énormément, en tout cas tu maximises tes chances d'y arriver si tu es sûr d'y arriver. Mais je pense que c'est vrai que c'est un bon point. Aujourd'hui, voilà, on est obligé d'être humble parce qu'on n'a rien fait. Encore, il y a tout à faire. Mais bon, t'as raison. C'est vrai que même au niveau de la confiance et pour inspirer des investisseurs ou des choses comme ça, il faut avoir cette confiance en soi quand même qui est essentielle, je pense, dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais travailler dessus et on va essayer de parler plus au futur qu'au conditionnel. Ok, dans la lignée de cette petite minute conseil, on se tourne vers vous les entrepreneurs, vers vous les futurs entrepreneurs, vers vous les stratèges. Vincent a cette vision de s'ouvrir et prendre le retour des utilisateurs. Alors n'hésitez pas, vraiment dites à Vincent, dites-nous quelles sont vos stratégies, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie, des conseils que vous pouvez donner à Vincent. On les lira et Vincent les lira avec vraiment beaucoup d'attention. Donc merci à vous et on attend vos réponses et vos conseils dans les commentaires. Merci. Un grand merci Vincent. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette interview, merci beaucoup de nous partager vraiment ta vision, ton entreprise. C'est vraiment intéressant, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet échange. Pour conclure, et si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Comme toi, tu aussi t'es lancé, c'est toujours très intéressant d'avoir des conseils de personnes qui ont déjà peut-être réussi depuis plusieurs années, mais c'est aussi très intéressant d'avoir des conseils de personnes qui vivent l'entrepreneuriat en temps réel, donc ça c'est extrêmement important. Et le deuxième point, j'étais obligé de te le demander, la mode. Est-ce que tu peux nous donner un conseil, une astuce, un tips sur la mode? On va essayer. Donc déjà, merci encore de me recevoir, c'était un vrai plaisir. Encore une fois, c'est très humblement puisqu'on est au tout début. Moi, c'est vrai qu'un conseil qu'on m'a donné et qui est très vrai, c'est l'importance de l'entourage et d'être bien entouré. Aujourd'hui, il y a différents acteurs qui nous accompagnent, dont la CCI de Paris par exemple. Et tu vois, je pense aussi aux actionnaires, je pense aussi à toi, avec qui on a souvent des conversations ensemble. Et donc ça, c'est très important. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que par exemple dans SS, on a choisi de faire un conseil d'administration, justement parce que j'ai pas la science infuse et je veux être sûr d'amener la société au bon endroit. Donc voilà, je pense que l'importance d'être bien entouré, c'est un bon conseil pour le début. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Et sur la partie mode, c'est pas simple, mais c'est vrai que tu vois, ça m'a fait penser parce que je l'ai vu dans le train encore une fois. Quand vous avez un manteau, une veste, pensez bien à couper le point de couture qu'il y a derrière, oui. Puisque voilà, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Je l'ai vu dans le train, donc voilà, faites attention à ça. Donc prochain manteau, prochaine veste,
tournez-le et regardez qu'il n'y a pas de couture attachée et ça sera pas mal. Ok, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. C'est trop chouette. Merci Vincent. Merci beaucoup.